Nous sommes le samedi 11 octobre. Il est 6 heures et voici ce qu'on sait ce matin. Il y a des dizaines de milliers de Gazaouis qui se déplacent pour se diriger vers le nord de Gaza. Donald Trump affirme que le Hamas rassemble les otages israéliens en vue de leur libération. Un automobiliste est dans un état critique à Montréal après avoir embouti un autobus qui était immobilisé dans l'est de la ville. Et c'est un départ doux amer pour la 30e Coupe du monde de vélo de montagne. Ça se passe au Mont-Sainte-Anne. L'événement ne reviendra pas à Québec l'an prochain, ce qui désole athlètes et commerçants. Bienvenue à D'abord l'info. Affirme que le Hamas, présentement, est en train de rassembler les otages en vue de leur libération dans les prochains jours. Parce que l'heure limite pour le Hamas, c'est lundi matin, 5 heures, heure de l'Est, notre heure, afin de libérer donc les otages israéliens. Il en resterait tout de réparer ou de reconstruire. Vous parlez des hôpitaux et justement, dans le plan de paix, il y a tout un volet humanitaire. Là, on prévoit l'entrée massive d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Est-ce que c'est commencé? L'UNICEF dit que l'augmentation de l'entrée de l'aide humanitaire, elle se fait toujours attendre. Parce qu'on... À plus tard. Et c'est cette fin de semaine que se tient la dernière Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. Ça attriste bien des commerçants dans le secteur. Philippe, c'est un événement qui était devenu très important dans la région. Au revoir. C'est à partir d'aujourd'hui que la livraison du courrier et des colis de Poste Canada reprend partiellement un peu partout au pays. Vous savez que le syndicat a changé de stratégie, passe maintenant d'une grève générale à des grèves d'un jour ou deux. Et ça varie en fait d'une section locale à l'autre au pays. Alors évidemment, c'est un soulagement pour de nombreux commerçants qui dénoncent quand même encore toute l'incertitude qui entoure la livraison du courrier et des colis. Jean-Philippe Hughes. 19 personnes sont toujours portées disparues après une explosion survenue dans une usine d'explosifs. C'était à une centaine de kilomètres à l'ouest de Nashville, au Tennessee. Et en France, le président Emmanuel Macron a reconduit Sébastien Lecornu au poste de premier ministre, 4 jours après qu'il ait lui-même remis sa démission. C'est le début d'un long week-end officiellement. Et Suzanne, c'était frais cette nuit, mais est-ce que ça présage une journée aussi dans la fraîcheur? Disons que déjà hier, ça s'est amélioré comparativement avant hier. Oui. Alors là, ça devrait ressembler un peu à ce qu'on avait hier, c'est-à-dire un ciel assez bien dégagé, des températures qui vont être dans les normales. Par ailleurs, le coroner en chef du Québec lance une enquête publique sur les accidents qui impliquent des poids lourds. Un carambolage qui a coûté la vie à une mère et à son fils à Boucherville, vous vous en souviendrez, c'était au mois d'août. C'est vraiment l'événement qui va être au cœur de cette enquête-là. Le gouvernement dit maintenant vouloir éviter d'autres drames semblables. Carla Libera. Bon samedi, il est 7 heures et voici ce qu'on suit ensemble ce matin. Il y a des dizaines de milliers de Gazaouis qui sont en route pour rentrer chez eux, mais l'aide humanitaire peine toujours à pénétrer dans l'enclave au deuxième jour du cessez-le-feu. Alors, on va aller faire le point avec le président de Médecins du Monde, le docteur Jean-François Corti, c'est dans une trentaine de minutes. À Montréal, un automobiliste se trouve dans un état grave après avoir percuté un autobus stationné. Ça s'est passé cette nuit dans l'est de la ville. Et dernier tour de piste pour la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne. Québec perd la compétition et les retombées économiques qui l'accompagnent. Bienvenue à D'abord l'info. Les otages qui doivent avoir lieu au cours des prochains jours. Et là, il y a Donald Trump qui dit que le Hamas est en train de rassembler les otages. Oui, parce que le Hamas a jusqu'à midi, heure locale. Jérémy, on voyait la foule de gens qui marchaient vers le nord. On voyait aussi ce qui était frappant, c'est de constater à quel point plusieurs n'ont absolument rien, pas de sac, rien d'autre que les vêtements qu'ils ont sur le dos. Là, il y a de l'aide humanitaire qui est attendue dans le cadre du plan de paix, mais elle n'est pas encore entrée massivement. Oui, l'organisation UNICEF. À Montréal, maintenant, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, un automobiliste a percuté l'arrière d'un autobus de la Société de transport de Montréal. Et dans tout, pour l'instant, on ne connaît pas les causes de cet accident. Et à Québec, maintenant, c'est cette fin de semaine que se tient la dernière Coupe du monde de vélo de montagne. Ça se déroule au Mont-Sainte-Anne. Et c'est donc quelque chose qui attriste les commerçants, justement, le fait que ce soit la dernière édition. Parce que, Philippe, l'événement était devenu assez important économiquement dans la région. La chef de la direction de Santé Québec, Geneviève Biron, défend la décision de suspendre le projet informatique majeur CIFA. C'est dans une lettre ouverte, donc, qui est publiée ce matin. La livraison du courrier et des colis de Poste Canada reprend partiellement à partir d'aujourd'hui, un petit peu partout au pays. Le syndicat a changé de stratégie. Il avait annoncé ça jeudi soir. Passe maintenant de ce qui était une grève générale à des grèves d'un jour ou deux et ça va varier d'une section locale à l'autre au pays. Alors, pour bien des commerçants, c'est un soulagement,
même s'il continue de dénoncer tout de même l'incertitude qui règne dans ce dossier. Jean-Philippe Hughes. Réal Courtemanche a plaidé coupable dans le dossier du meurtre de la jeune Marie-Chantal Desjardins, un meurtre qui avait été commis alors que l'enfant n'avait que 10 ans, en 1994. Alors, nous sommes 31 ans après les faits, et là, l'homme en question devrait écoper de l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. C'est la recommandation de la Couronne et de la Défense. Voici Amélie Desmarais. Et reprise de la surenchère tarifaire, Donald Trump menace d'augmenter massivement les droits de douane américains sur les produits chinois. On voit les flammes comme ça, bon, on les voit plus dans les écrans. C'est ça, c'est des écrans dans les fenêtres? Oui, c'est un effet de lumière et tout. C'est vraiment c'est très réaliste. bien fait, très, très bien fait. Bon, au deuxième jour seulement de ce cessez-le-feu, mais docteur Jean-François Corti, donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Par ailleurs, de retour au Québec maintenant, il y a le coroner en chef qui lance une enquête publique sur les accidents qui impliquent des poids lourds. Un carambolage qui a coûté la vie à une mère et à son fils à Boucherville au mois d'août, vous en souviendrez. C'est vraiment cet événement-là qui va être au cœur de l'enquête. Et le gouvernement espère maintenant pouvoir éviter d'autres drames semblables. Voici Carla Oliveira. C'est la saison des paquebots du côté de Québec. Alors vraiment, de très, très belles conditions. Franchement, là, je me répète à chaque fin de semaine ou à peu près, on n'aura pas de grosses différences. Il est 8 heures en ce samedi matin et voici ce qui se passe. Il y a des dizaines de milliers de Gazaouis qui sont en route vers le nord de l'enclave et Donald Trump affirme que le Hamas rassemble les otages israéliens en vue de leur libération. Au pays, c'est aujourd'hui que les syndiqués de Poste Canada entament leur grève tournante. Alors, ça veut dire que le retour partiel de la livraison du courrier pour certaines régions du pays doit avoir lieu aujourd'hui. Et les candidats aux élections municipales et leurs déclarations continuent d'alimenter les conversations et les gestions de crise. Alors, on va en parler avec nos experts en communication, Patrick Hau et Martine Saint-Victor. C'est vers 8h30 ce matin. Bienvenue à D'abord l'info. Bonjour à tous, c'est Geneviève Garon. On passe la matinée ensemble à D'abord l'info sur ici RDI. Alors la situation est mise. Le président américain Donald Trump dit que, parce qu'évidemment ce qu'on suit, c'est la libération éventuelle des otages israéliens. Ce que Donald Trump dit, c'est que déjà le Hamas est en train de rassembler les otages en vue de leur libération. Parce que l'heure limite pour le Hamas, elle est fixée à lundi midi, heure locale, Geneviève. Et Jérémy, président américain, il est attendu en Israël lundi également. Oui, Donald Trump qui doit se déplacer. Les livraisons de Poste Canada vont reprendre partiellement dès aujourd'hui. Alors, si vous attendiez une lettre ou un colis, ça va peut-être finir par arriver parce que dans tout, les syndiqués ont décidé de délaisser la grève générale et optent plutôt, à partir d'aujourd'hui, en fait, commence ce qu'on appelle plutôt une grève tournante. La pression est de retour sur les épaules de Sébastien Lecornu. C'est après sa nomination au poste de premier ministre par le président Emmanuel Macron, quelques jours seulement après qu'il a démissionné de ce même poste. Alors maintenant, M. Lecornu doit former sa nouvelle équipe dans un délai très court et les menaces de censure sont déjà nombreuses. Voici un reportage de France 2. Reprise de la surenchère tarifaire. Donald Trump menace d'augmenter massivement les droits de douane américains. Réal Courtemanche a plaidé coupable dans le dossier du meurtre de la jeune Marie-Chantal Desjardins. C'était survenu en 1994 alors que la petite fille était âgée de 10 ans seulement. On est 31 ans après les faits. La défense et la couronne ont suggéré d'imposer une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Amélie Desmarais. Mettre l'art au service de la communauté, c'est la mission que s'est donnée Valérie Milot. Elle est harpiste et entrepreneure culturelle. Elle anime des ateliers musicaux, des ateliers qui favorisent l'apprentissage du français et l'intégration harmonieuse des nouveaux arrivants. Voici Nabi Alexandre Chartier. On est à 3 semaines des élections municipales et on s'intéresse maintenant à la gestion de crise qui entoure l'expulsion d'un candidat du parti Ensemble Montréal. Vous en avez sans doute entendu parler dans les derniers jours. Alexandre Giasson, il était candidat au poste de conseiller de ville dans le district d'Hochelaga et il avait fait plusieurs publications sur les réseaux sociaux dans les dernières années, tenait des propos dégradants à l'endroit d'élus, d'organisations, de personnalités publiques aussi. Alors j'aborde ce sujet ce matin avec nos stratèges en communication, Martine Saint-Victor et Patrick Hau. Bonjour à vous deux. Bonjour. On va commencer tout de suite juste pour se remettre justement dans le bain de ce qui s'est passé cette semaine en écoutant ces extraits justement de Soraya Martinez-Ferrada, la chef d'Ensemble Montréal, sur les événements.
que finalement, elle avait choisi son candidat en toute connaissance de cause. Elle dit qu'elle était au courant justement de ces publications-là, qu'elle était prête à le défendre, mais que ce sont de nouvelles informations finalement, quelques jours là, après la controverse, qui l'ont poussée à l'expulser. Elle a parlé d'un coup de fil qui a tout changé. On ne connaît pas la nature de ce qui a été dit là. Mais qu'est-ce que vous pensez donc de cette révélation-là, disons? Comment vous pensez que ça s'est passé? Bien, la première partie de la gestion de crise a été bien gérée, c'est-à-dire que dès que les médias québécois ont pris durant le long week-end. Alors, ça devenait simplement... Délai compte tenu de la façon dont les choses ont déboulé? C'est très long. Je pense qu'on aurait pu resserrer un peu plus la publication à partir du moment où on trouve des... Bon, elle était au courant, justement, lorsqu'elle l'a recrutée, mais elle invoquait le droit à la deuxième chance, finalement, pour les gens. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, c'était un bon coup? Est-ce que c'était un risque, finalement, de recruter un candidat comme celui-là? Privilège de représenter les gens. Donc, je trouve que ça... Alors, on ne peut pas prendre à la légère ce genre de violence. On ne l'accepte pas dans les cours d'école. Parce qu'on entend souvent la réplique que ce seront aux électeurs de trancher, finalement. Mais à Québec aussi, donc, on s'est retrouvé avec le même problème. Là, évidemment, on a souvent l'impression que l'histoire Mamad, il a dû expulser le jour... En fait, il a fait le choix d'expulser le jour même un de ses candidats. C'était des propos controversés sur l'itinérance qui avaient refait surface. Alors, très rapidement, il a coupé les liens. Mais en même temps, c'est ça, comme on disait, bon... Tout le monde a un passé, finalement. À quel moment on trace la ligne, Patrick? Bien, c'est une question de jugement des formations politiques. Une idée d'à quel point ça peut laisser des traces longtemps, à quel point ça peut revenir nous hanter. On était il y avait très comme une naïfs. naïveté là-dessus. Ben, d'abord, il y a des entreprises qui font ça, qui ne font que ça, c'est-à-dire cette espèce de audit numérique où l'attention n'était pas sur les préoccupations des citoyens, mais sur les actions d'un candidat. Ça devient une distraction. Oui, c'est une distraction. Et la chef d'Ensemble Montréal a donné cette traversée du désert pour retrouver le droit chemin. Et c'est trop frais dans la mémoire des gens. C'est surtout qu'on l'a vu. Dans le cadre de cette campagne qui n'est pas terminée, il y a ce candidat dont on parlait cette semaine en Estrie, candidat au poste de conseiller municipal qui serait en disant, en dénonçant le climat toxique justement de la campagne. Bruno Marchand qui a fait une sortie contre les propos diffamatoires. Est-ce que ça vient, tout ça, d'une certaine façon, nuire à l'image de la démocratie, de l'engagement politique, Patrick? Bien, on peut le craindre. En même temps, on a eu des bonnes nouvelles hier. Donc, la crainte, c'est ce que les médias québécois annonçaient en février, 740 réélus sans opposition, dont la moitié du conseil municipal sortant. Donc, il y a quelque chose de significatif là-dedans. C'est ça, Martine. Quel message ça envoie finalement par rapport à la dureté du milieu politique, finalement, par rapport à l'engagement que les citoyens pourraient vouloir avoir? Ben, alors, l'engagement des citoyens, je le rappelle, le taux de participation aux dernières élections municipales à Montréal, c'est que 38 % Oui, c'est terrible. C'est gênant. Alors, comment est-ce qu'on fait juste pour si vous voulez, élargir cette tente sous laquelle... Donc, qui ont lieu le 2 novembre. Alors voilà, dans un petit peu plus de 3 semaines. On va peut-être s'en reparler d'ailleurs ensemble. Un petit mot en terminant sur le français de nos dirigeants, de nos élus. Ça faisait les manchettes, c'était sur notre site Internet cette semaine. Mark Carney, donc, qui se fait reprocher d'utiliser le français seulement à une hauteur de 17 % dans ses discours. Et c'est à hauteur de 13 % lorsqu'il fait des discours à l'étranger. Alors, Martine, est-ce qu'on en parle souvent? Ça revient, j'ai l'impression, chaque année ou avec chaque nouveau gouvernement. Est-ce que c'est un problème? Oui, écoutez, c'est un problème parce que 17 % c'est très bas, c'était terrible. Alors, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais pour l'équipe de M. Carney, c'est vrai que l'impression que ça peut donner, c'est qu'il... On a eu l'exemple aussi, c'était dimanche dernier, en fait, François Legault, il s'exprimait devant, c'était un parterre à Québec, des élus américains, des gens d'affaires aussi d'ici. Et là, ce qu'on disait, c'est que le discours avait été presque entièrement en anglais, en fait. Oui. Mais ce qu'on entend souvent dans ces moments-là, les gens se défendent en disant, oui, mais mon auditoire est anglophone, donc je dois me faire comprendre. Mais en même temps, comme disait Martine, justement, en tout cas, quand on veut s'adresser aux citoyens, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, c'était à la conférence des gouverneurs et des premiers ministres du Grand Lac. Peut-être effectivement l'année prochaine, si le message s'est rendu aux équipes, si ça fait un changement. Martine, Patrick, merci beaucoup. Merci. C'est un avis de gel encore, mais c'est rien, ça. Alors, on va se débarrasser tout de suite de cette nouvelle ici de neige. Oui. Du côté des Rocheuses, jusqu'à 20 cm. Nous sommes le samedi 11 octobre, il est 9h et voici ce qu'on suit ce matin. On est au deuxième jour de cessez-le-feu au Proche-Orient. Il y a des dizaines de milliers de Gazaouis qui sont en route vers le nord pour tenter de retourner dans leur quartier. Et pendant ce temps-là, il y a le Hamas qui rassemble les otages israéliens en vue de leur libération, selon Donald Trump.
Et le président américain, bien, il menace aussi la Chine d'imposer de nouveaux tarifs. On parle de tarifs supplémentaires de 100 %. Notre envoyé spécial à Washington, Hugo Lavallée, va nous expliquer pourquoi dans quelques minutes. Et les syndiqués de Poste Canada passent de la grève générale à la grève tournante à partir d'aujourd'hui. Alors, le retour partiel de la livraison du courrier et des colis devrait reprendre cette semaine dans certaines villes du pays. Bienvenue à D'abord l'info. Oui, ce sont 600 camions par jour qui sont censés entrer dorénavant, comparativement à une quarantaine, je pense, avant le cessez-le-feu. Donc, ça devrait faire une bonne différence. Là, Jérémy, ce qu'on attend également, c'est la visite de Donald Trump. Il doit prendre le chemin des airs pour se rendre en Israël, où il est attendu lundi. Oui, lundi doit, entre autres, s'adresser devant le Parlement. Les livraisons de Poste Canada vont reprendre partiellement au cours de la prochaine semaine. Alors, si vous attendiez une lettre ou un colis, c'est possible qu'il arrive bientôt. Dans tout, les syndiqués ont fait le choix de délaisser la grève générale et ils commencent à partir d'aujourd'hui une grève tournante. Oui, la grève générale. Alors, Suzanne, pour des belles activités extérieures comme ça, du vélo de montagne, parfait. Belle fin de semaine, non? Oui, il n'y a vraiment pas de problème. Ou ça pourrait peut-être déranger un peu là, votre vitesse. Et Ariane, quelle voix reconnaissable, hein? Reconnaissable entre toutes, mais c'est son meilleur. C'est son meilleur album jusqu'ici. Texte, mélodie, instrumentation, vraiment. Est-ce qu'elle écrit ses textes? Elle écrit certains textes, oui, depuis quelques années, depuis quelques albums. C'est toujours de la musique très, très pop, hein, Vanessa Paradis, c'est pop. Ça a été enregistré à Paris et aussi au célèbre studio Abbey Road pour les cordes. Et il y a beaucoup de violons sur ce disque-là. Il y a des violons soyeux dès l'ouverture du disque, qui est magnifique, puis qui fait un peu style comédie musicale. Et Vanessa Paradis aime plusieurs styles de musique, mais là, on sent l'influence de la soul des années 60, 70. Une grande fan de Marvin Gaye, par exemple. Jusqu'à la pochette, hein, le style de la pochette en témoigne. Donc, oui, influence de la soul. Et le principal parolier et compositeur, parce qu'il y a toujours un grand collaborateur à chaque album, cette fois-ci, c'est Étienne Dao. Les deux se connaissent et s'estiment depuis très longtemps, mais n'avaient jamais fait d'album ensemble. Il y a ses enfants qui signent un texte et une musique. Il y a le trompettiste jazz suisse Éric Truffaz aussi, qui joue de la trompette sur une très belle ballade. Et elle, oui, elle est impliquée, mais c'est plus que pour l'écriture de chansons, parce que là, elle participe à la réalisation, aux arrangements de cordes, au mixage sonore aussi. Et ce sont de beaux textes. Il y a toujours des phrases, les siens ou ceux des autres, là, il y a toujours une phrase bien tournée. Et oui, c'est une voix reconnaissable entre toutes, mais ça paraît qu'elle s'entraîne vocalement. On l'entend, la voix maturée, c'est beaucoup plus soutenu. Donc, il y a un travail vocal là, qui a été fait et ça s'entend. Et c'est jamais lourd du Vanessa Paradis. Même les chansons qui parlent de rupture, bouquet final, le premier extrait, ça porte toute son expérience. Et elle en a beaucoup. Oui, elle en a beaucoup. Elle a quel âge maintenant? Début cinquantaine, elle est née en 72, donc 53 à peu près. Ouais. Avec une riche carrière. Oui, une riche carrière, très, très riche carrière et de belles collaborations. Ouais. OK. Alors, c'est 8e album, donc, après une absence de 7 ans. Oui, c'est ça. Parfait. Alors, on va passer à un autre registre maintenant, parce que vous avez regardé un documentaire qui vient tout juste d'être mis en ligne. C'est sur la plateforme, c'est sur Prime, en fait, sur la plateforme. John Candy, légende de l'humour, légende canadienne, qui s'est éteint, ça fait déjà une 20aine d'années, mais qui demeure quand même inoubliable. On peut en regarder un extrait de ce documentaire. Who are you? I'm a Mog. Pour les intimes. D'ailleurs, le film a été présenté en première au Festival du film de Toronto. Épouvantable. Le documentaire montre les extraits d'entrevues de l'époque. Oui, on ferait plus ça. Jamais, c'est ça. Puis c'est dans les années 80, dans le fond, à l'époque de ces entrevues-là. Il a une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Les questions qu'il se faisait poser, c'est... On ferait plus ça aujourd'hui et on voit que ça le blesse. Oui. On le voit dans les entrevues que ça le blesse. Oui. Donc, il y a bien sûr un aspect biographique. On revient sur son enfance en Ontario, sur sa famille, sur ses débuts dans le théâtre pour enfants. Ça, j'ai beaucoup aimé voir ça. Ensuite, Second City TV. Il y a des téléspectateurs qui se rappellent de cette émission qui a été très populaire au Canada anglais, qui était, on le décrit comme le parent pauvre de Saturday Night Live. Enfin, ça prend de l'humour d'un bout à l'autre. Et ensuite, la percée hollywoodienne dans les années 80 dans ce film-là et une richesse
témoignages. Ouais, c'est vraiment très senti. C'est un très bel hommage pour John Candy. C'est étonnant qu'on n'en avait pas fait un avant. En fait, avec tout le matériel qui existe, ça fait plaisir de le retrouver à travers ce documentaire hommage. Ouais. Ouais. Lui qui est mort à l'âge de 43 ans. Oui, c'est jeune, hein? En plein tournage. En plein tournage, absolument. Dans son sommeil, en pleine nuit. Mais il y avait des problèmes de santé, mais c'est si jeune. C'est si jeune. Mais oui, c'est ça. Ses enfants étaient jeunes aussi. Mais on voit à quel point il a laissé vraiment une marque indélébile, hein, malgré les décennies qui ont passé. Un génie de la comédie. Ouais. Ariane, merci beaucoup. À demain. On se retrouve demain, absolument. Merci. Avec Nicolas Rouget, qui est journaliste en Israël, qu'on retrouve ce matin à Haïfa. Bonjour, Nicolas. Bonjour, Geneviève. Alors, on a entendu Donald Trump dire qu'à ce point-ci, le Hamas est en train de rassembler les otages, ceux qui sont encore vivants, en vue de la libération. Est-ce qu'on a un peu plus de détails par rapport à la façon dont la libération des otages, justement, va se passer? Attendu en Israël, en principe à partir de lundi, pour un discours devant le Parlement israélien. Alors, on va continuer de suivre, évidemment, d'heure en heure, de jour en jour, ce qui se passe dans la région. Nicolas Rouget, merci beaucoup. Vous êtes invité ce soir à éteindre vos lumières extérieures. C'est pour l'initiative Le Jour de la nuit. C'est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse. Il y a la France qui y participe et le Québec également. Alors, pour nous en parler, j'ai avec moi Marie-Michelle Limoges, qui est astrophysicienne, également directrice du contenu scientifique du Cosmodome. Bonjour, Marie-Michelle. Bonjour. Alors, pollution lumineuse, en quoi ça consiste? La pollution lumineuse, on peut parler d'utilisation excessive ou inappropriée de l'éclairage extérieur. On peut parler de la lumière des maisons, des lampadaires, des commerces, les fermes, monuments historiques ou même des fois œuvres d'art publiques qui va envoyer de l'éclairage vers le haut. Cet éclairage-là va être diffusé sur les particules présentes dans l'atmosphère, revenir vers nos yeux et entrer en compétition avec la lumière des étoiles. C'est ça. Donc, nous sommes le samedi 11 octobre. Il est 6 heures et voici ce qu'on suit ce matin. Il y a des dizaines de milliers de Gazaouis qui se déplacent pour se diriger vers le nord de Gaza. Donald Trump affirme que le Hamas rassemble les otages israéliens en vue de leur libération. Un automobiliste est dans un état critique à Montréal après avoir embouti un autobus qui était immobilisé dans l'est de la ville. Et c'est un départ doux amer pour la 30e Coupe du monde de vélo de montagne. Ça se passe au Mont-Sainte-Anne. L'événement ne reviendra pas à Québec l'an prochain, ce qui désole athlètes et commerçants. Bienvenue à D'abord l'info.